Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie de bien vouloir nous accueillir et je remercie particulièrement les patients qui ont accepté de venir participer à cette journée d'études. Je vous présente donc les résultats d'un sondage qui est en fait une double mesure, un sondage et une enquête. Votre devise, c'est la vérité dans la science, donc ça m'oblige à être très précis. Les Français patients ont été interrogés selon les règles du sondage, c'est-à-dire en prenant en compte une représentativité, alors que les médecins qui ont été interrogés pour des questions miroirs sont issus du portefeuille de chez Branchet et des prospects de chez Branchet, sans aucune prise en considération de leur âge, de leur sexe ou de leur répartition géographique. L'idée était quand même d'avoir une image des pensées des professions du bloc, à savoir essentiellement chirurgiens pour la moitié d'entre eux, gynécologues obstétriciens pour 10% d'entre eux, le reste étant des anesthésistes. Ce sondage, la première question portait sur la confiance, et on voit que la confiance existe très fortement. Les patients ont confiance dans leurs médecins, les notes sont excellentes. Il faut quand même présenter une certaine réserve sur ce résultat qui est excellent, 8 sur 10 de notes de confiance. Chez les jeunes patients, la confiance est moindre. Donc il y a un véritable intérêt à prendre en compte ce sujet parce que nous sommes potentiellement sur une voie de dégradation. Ce qui importe à chacun dans la qualité du soin, c'est très révélateur. La qualité du soin n'est pas l'élément exclusif. On s'aperçoit que, d'ailleurs, tant pour les patients que pour les médecins, la qualité de la relation est définie évidemment par la qualité du soin, mais loin d'être exclusivement définie par la qualité du soin. Ça veut dire que le facteur humain est très important dans le soin. Ici, on s'aperçoit qu'il y a un décalage assez net entre la perception de la qualité de la relation vue du côté des médecins et vue du côté des patients. Vue du côté des praticiens, 92% estiment que la qualité de la relation est bonne, alors qu'on n'est qu'à 64% du côté des patients. 30% d'écart, c'est absolument considérable et ça doit absolument être pris en compte. Par effet miroir, sans doute une des raisons de la prévention que peuvent avoir certains patients vis-à-vis du soin, c'est l'opinion qu'on a de l'environnement général de la santé. Et on avait donc posé une question sur l'industrie pharmaceutique. Vous voyez que 43% des Français ont une bonne opinion, alors que 61% des médecins, sans doute plus scientifiquement informés, ont une bonne opinion de l'industrie pharmaceutique. Un chiffre qui est parfaitement éclairant. 22% des Français disent qu'ils ont déjà été dans une situation conflictuelle avec leurs patients, avec leurs médecins. 22%, c'est considérable. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 1 million d'actes médicaux par jour, et dans les réclamations présentées par les patients institutionnels, c'est-à-dire soit devant les juridictions, soit devant l'ONIAM-CCI, c'est 8000 par an. C'est-à-dire c'est epsilon. Et malgré tout, on n'est évidemment pas dans un cadre de conflit institutionnel, mais 22% de Français qui se déclarent avoir déjà été en situation de conflit, c'est absolument énorme. De la même façon, et c'est sans doute corrélé, de la même façon, 27% des Français considèrent qu'ils ne sont pas ou mal informés avant de bénéficier d'un acte médical. Alors, est-ce que ça veut dire que l'information n'est pas donnée ? Je ne le crois pas à titre personnel. Je crois en revanche que l'information qui est donnée ne suit pas les prescriptions des textes de loi. La loi est très précise sur ce sujet. La loi du 4 mars 2002 dit que l'information doit être loyale, claire et intelligible. Et c'est sans doute, j'ai aucun doute sur le fait que l'information est loyale,
En revanche, sur l'intelligibilité de l'information, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui va répondre d'ailleurs, qui va résonner d'ailleurs sur d'autres questions qui arrivent et sur les moyens de donner l'information. 61% des praticiens du plateau technique lourd considèrent qu'ils craignent d'être poursuivis en justice. Il faut mettre ce chiffre en rapport avec la réalité des chiffres de mise en cause des praticiens du plateau technique lourd. En moyenne, les praticiens du plateau technique lourd voient leur responsabilité recherchée, pas engagée, recherchée, une fois tous les 3 ans, en moyenne. Ce qui fait que finalement, ce chiffre de 61% qui paraît très important, ex abrupto, finalement il est assez faible en vrai par rapport à la réalité de la recherche de responsabilité des soignants. Ça, c'est un chiffre parfaitement édifiant. Quasiment 60% des praticiens s'estiment mal préparés ou mal formés pour gérer un conflit. Dans le temps où quasiment un quart des Français considèrent qu'il a été en conflit avec son praticien. Donc là, il y a un déficit sur lequel je reviendrai en conclusion. Le corollaire de la recherche de responsabilité, c'est l'atteinte à la réputation. Et vous voyez, 37% des praticiens disent qu'ils craignent un impact sur leur réputation de par l'utilisation des réseaux sociaux. C'est tout à fait considérable et ça doit également être pris en compte parce qu'on doit apprendre à gérer ces choses-là. Le risque de poursuite en justice, le risque de dénigrement, évidemment, ça a des effets sur la psychologie des soignants et sur leur vision de la profession. Vous voyez que 80% des praticiens considèrent que le risque de mise en cause ou que le risque d'atteinte à la réputation risque d'inciter les étudiants à choisir des spécialisations moins risquées. Ça, c'est extrêmement grave, parce que de fait, je ne suis pas certain que ça conduise à une réduction du nombre des praticiens qui exercent les professions les plus aggravées. Ce qui est certain, c'est que ça risque de regrouper les étudiants qui ne sont pas forcément les meilleurs dans les professions les plus lourdement impactées. Et ça, ça serait un renversement de la situation actuelle et un renversement qui serait évidemment défavorable aux patients. Et un risque d'atteinte à la décision également. 60% considèrent qu'il y a une prise de décision qui est plus difficile. 60% de risque de découragement des vocations, ce qui est tout à fait important. Évidemment, ces risques, mais ça c'est tout à fait logique, au fur et à mesure que se développent les réseaux sociaux, et les actions juridictionnelles, 92% considèrent que ces risques-là se sont aggravés au cours des dernières années. Ça, c'est un sujet sur lequel il va falloir particulièrement insister, c'est le rapport des soignants et des Français avec les outils numériques et les outils de e-santé. Alors, on voit ce qu'en font les Français. J'ai été terrifié, moi, quand j'ai vu ce résultat. 37% qui se servent d'Internet pour effectuer de l'autodiagnostic. Ça, c'est très inquiétant d'un point de vue de santé publique. 25% pour évaluer les médecins. Ça, c'est sans doute très inquiétant pour le souci précédent des médecins, et notamment leur image numérique. Finalement, échanger des informations avec d'autres patients, ce qui présente un véritable intérêt, ce n'est que 16%, c'est-à-dire la moitié de ceux qui font un autodiagnostic. Là, il y a un vrai sujet. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'aperçoit que 34% des Français utilisent par eux-mêmes
des solutions de e-santé, quelles qu'elles soient. On a pris le terme e-santé au sens large, des outils connectés, ça peut être un podomètre sur son téléphone. Bon, 30% des Français l'utilisent. Et dans le même temps, on s'aperçoit que seulement 11% se sont vus prescrire de telles solutions par leurs soignants. Il y a un véritable sujet. Ça veut dire que l'implication des soignants vers les outils de e-santé est moins forte que l'appétence est moins forte que celle des Français seuls, alors que ça devrait être un outil d'appui, un vrai outil utile aux soignants. Les Français considèrent que c'est utile pour eux et sans doute il est regrettable que 3 fois moins de ceux qui utilisent ces solutions se les voient prescrire. On voit d'ailleurs, il y a une méconnaissance quasi totale de ces solutions, peut-être même une lourde prévention à l'encontre de ces solutions par les soignants. Bon, ça c'est tout à fait classique. Il y a quelque chose qui est finalement tout à fait prometteur dans cette slide. C'est que à la fois les médecins et les patients s'accordent à dire que les informations disponibles sur Internet, enfin les informations médicales disponibles, ont un impact plutôt négatif sur la relation. C'est-à-dire que le constat est le même entre les médecins et les patients, qui s'accordent à dire que certes, c'est sans doute bien d'avoir une profusion d'informations médicales, mais que ça porte atteinte à la relation entre eux. Et ça ouvre des voies de travail intéressantes sur ce sujet. Ça aussi, c'est tout à fait terrifiant. Quand on regarde l'opinion des praticiens sur la e-santé, sur le dossier médical partagé, par exemple, on s'aperçoit que 65%, par exemple, des médecins sont réticents à l'utilisation du DMP. 31 sont absolument réticents à l'utilisation du DMP. En premier lieu, évidemment, d'un point de vue de patient, on peut le regretter. Le DMP, d'un point de vue de patient, ne peut présenter que des avantages. Ça peut sauver des vies. Ça en sauve d'ailleurs. Là-dessus, évidemment, il faut regarder en mémoire l'histoire catastrophique du DMP. J'ai été étudiant dans les années, quelque part au XXe siècle, et j'ai entendu parler du dossier médical partagé pour la première fois au début des années 1990. Le DMP a été lancé cette année. Objectivement, la défiance vis-à-vis du DMP est sans aucun doute liée à ces tergiversations permanentes, ce retard à la mise en œuvre. C'est indubitable que ça a joué un rôle. Néanmoins, qu'aujourd'hui on se trouve face à un chiffre aussi important, c'est tout à fait inquiétant. Évidemment, les choses évoluent. Le DMP a été installé véritablement cette année. Il sera tout à fait intéressant, et ça nous sera très facile, de poser la question à nouveau dans 2 ou 3 ans, et on verra évidemment qu'il y aura une évolution notable. Le chiffre qui me paraît également important sur ce slide-là, c'est dans le suivi en ambulatoire. Très clairement, il y a une incitation d'arriver quasiment à un acte chirurgical sur 2 en ambulatoire. Il me semble, du point de vue du patient, quasiment inenvisageable que le suivi ambulatoire de masse et de qualité se réalise sans la contribution d'outils connectés pour échanger des informations, pour éventuellement évaluer l'état du patient. Mon président, le docteur Waterloo, a donné tout à l'heure une excellente explication sur le sujet en disant qu'il y avait sans doute un doute en raison de la disparité de la qualité des outils connectés actuellement disponibles. Mais ça, c'est un point qui doit être modifié et sur lequel nous devrons travailler. On voit d'ailleurs que les médecins ne sont pas tellement reluctants à l'utilisation d'outils connectés, dès lors que ça présente pour eux un avantage immédiat, à savoir la prise de rendez-vous, l'organisation du secrétariat. Nous devons arriver, dans les années qui viennent, à une normalisation de ces courbes. On devrait arriver à une égalité de répartition entre chacun de ces items.
Donc ce que je crois il faut retirer de ce message, de ce sondage et de cette étude, ce sont trois axes. En premier lieu, l'information, qui est un droit depuis 1936, qui est reconnu par la jurisprudence depuis 1936. C'est un droit pour le patient, c'est donc un devoir pour le médecin. Et ce qui est le devoir pour le médecin, c'est d'être complet et intelligible. Être intelligible, ça veut dire non seulement être compréhensible, mais ça veut dire être compris. Et pour être compris, je peux vous assurer que l'utilisation d'outils connectés peut présenter un véritable intérêt. Le deuxième grand axe sur lequel, à mon avis, il y a du travail à faire, et nous allons le faire, c'est l'impréparation des professionnels de santé au conflit. Qu'il soit strictement humain ou qu'il soit organisé, qu'il soit dans un cadre institutionnalisé, si vous voulez, qu'il soit dans le cadre ONIAM-CCI ou dans le cadre des juridictions. Là, il y a vraiment des marges de manœuvre importantes sur lesquelles on peut avoir un acte. Et puis, le troisième point, c'est évidemment l'acceptation des solutions de e-santé, leur maîtrise et leur pleine application, parce qu'elles peuvent avoir un impact fort et immédiat sur la sinistralité et sur les rapports entre les soignants et les patients. Je vous remercie. Merci infiniment. Alors, non, vous restez là, voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, je vois quelques doigts qui se lèvent. Alors, on va donner un micro. Voilà. Vas-y. Oui, je t'en prie. Oui, Gérard Pascal, tout d'abord, une interprétation un petit peu personnelle concernant, d'abord, merci pour ces présentations qui étaient remarquables, en premier lieu. Ensuite, une interprétation qui est peut-être personnelle sur la méfiance des plus jeunes vis-à-vis du corps médical, on dira ça comme ça. Je me demande si simplement c'est pas parce qu'ils fréquentent plus Internet que des populations un petit peu moins jeunes. Ce qui semble être le corollaire de ce que vous avez dit derrière. Enfin, je ne sais pas. Le deuxième point, c'est l'information. L'information qui est un point clé auquel tous ceux ici qui sont des experts ou qui participent à des expertises sont confrontés au quotidien pour toutes les expertises, toutes en responsabilité médicale. Donc dire qu'il faut que l'information soit parfaitement intelligible, etc., c'est tout à fait raison, mais en l'état actuel des choses, j'aurais tendance à penser que c'est un peu du domaine du vœu pieux, parce que le consentement mutuel signé donc par seulement les patients actuellement, voilà, ils signent en général un document relativement laconique, et donc ce qu'ils se font derrière, ce sont les dires, les paroles au cours de l'expertise du praticien et du patient, sur des éléments d'une subjectivité extraordinaire dans un sens comme dans l'autre. Donc ma question, ça aurait été de savoir si on ne peut pas utiliser votre très bel outil peut-être pour essayer d'améliorer. Qu'est-ce que vous verriez comme solution à ça? Parce que pour le moment, la solution pour nous qui participons à des expertises est souvent entre les mains des juristes, et je crois qu'elle appartient aussi aux médecins. Et je trouve que de ce point de vue, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Alors, merci, monsieur Vatrelau. Vous répondez, s'il vous plaît. Pardon. Bon, alors, en premier lieu, par principe, tout le monde peut utiliser mon très bel outil. Sur l'information, l'information, c'est un sujet vraiment très compliqué, parce qu'effectivement, il faut être complet et intelligible, et chacun sait qu'être intelligible sur des sujets qui sont extrêmement techniques, de plus en plus techniques d'ailleurs, c'est parfaitement difficile, voire impossible. C'est la raison pour laquelle l'appui sur des solutions de e-santé, sur la puissance du numérique, c'est quelque chose qui peut être véritablement utile. On n'est pas là évidemment pour faire de la publicité, mais nous avons remis à Persomed, qui est une application qui, pour l'instant, effectivement, est très développée en matière de chirurgie orthopédique, mais qui va se développer en matière d'obstétrique notamment. C'est une solution qui permet véritablement d'informer par l'exemple, c'est-à-dire que le patient va pouvoir avoir accès à des films qui vont lui expliquer quelle est l'intervention qu'il va subir. Ces passages, ces consultations de films vont être enregistrées
On lui posera la question de savoir est-ce que vous avez compris ce que vous avez vu. S'il n'a pas compris, ça reprend une autre voie avec d'autres films, d'autres informations. Donc là, ça permet évidemment de dispenser une information. Alors, ce n'est pas en finir avec le colloque singulier, hein. Il n'est pas question de ça. Le colloque singulier, c'est l'ouverture du dialogue. La documentation peut être mise à disposition du patient qui peut le regarder chez lui à 3h du matin si ça lui plaît. S'il ne comprend pas, évidemment, peut s'organiser un autre colloque singulier sur des bases plus fournies que le simple consentement éclairé, si vous voulez. Donc ça il y a un vrai sujet. Sur le fait que les jeunes soient plus dubitatifs ou moins en confiance que les plus anciens, j'ai aussi beaucoup apprécié l'intervention d'Antoine ce matin. C'est peut-être aussi tout simplement parce qu'ils fréquentent moins les médecins et qu'on a peut-être moins confiance en ce qu'on voit moins. Oui. Cron, Paris, j'écris régulièrement un article dans la revue L'Internet Paris sur ces problèmes-là. J'ai été amené à rencontrer Jean Sibilia à la conférence des doyens et les jeunes médecins depuis. C'est extrêmement préoccupant ce que vous dites, parce que votre communication est tout à fait remarquable, mais il faudrait en tirer des conclusions. Et ces conclusions, c'est que les jeunes médecins, actuellement, sont martyrisés par l'évolution du système de santé, travaillent de façon harassante, et ne veulent plus travailler de façon indépendante. Ils veulent être protégés par leur groupe. Ça pose un très gros problème pour le choix des spécialités lourdes, qui sont de en moins choisies. Et d'autre part, va se poser, si on veut une information éclairée, claire, moi je remettais un document par écrit et je répondais aux questions qu'on me posait. Mais s'il faut commencer à rentrer dans le détail, il est évident qu'on doit limiter le nombre de patients qu'on va voir par jour. Et il faudrait peut-être changer à ce moment-là la tarification. Je parle du libéral, bien sûr. À l'hôpital, le système est très différent, mais je crois que le problème devrait commencer dans le deuxième cycle, et je l'ai dit dans plusieurs réunions. Dans le deuxième cycle, il faut identifier les médecins qui vont faire des actes lourds et commencer à les former. Pour les chirurgiens futurs sur des simulateurs et dans des laboratoires, et il est regrettable que l'école de chirurgie de Paris n'évolue pas pour l'instant parce qu'on manque de matériel. Je pense que ce que vous avez dit est tout à fait fondamental et doit faire l'objet d'une réflexion. Et je crois que notre société, l'Académie de chirurgie, est très bien placée pour mener une réflexion. Oui, moi je voudrais faire 2 remarques rapides. La première sur le consentement. On est en train de mettre au point un consentement éclairé électronique, c'est-à-dire que le patient pourra sur un simple smartphone, il aura toute son information, qu'il pourra consulter autant qu'il veut, il pourra revenir vers le médecin, donc je veux dire, et en plus il pourra signer électroniquement sur un simple téléphone. Ce qui veut dire quand même qu'on va augmenter la traçabilité qui nous est souvent reprochée et peut-être la fluidité, parce qu'effectivement il y a un temps médical qui est important et qui diminue de plus en plus, c'est compliqué. Donc là, si le patient a tous ces éléments, c'est quand même ça va aller dans le bon sens. Dernière remarque que je voulais faire sur le sondage, parce qu'on était très inquiet sur le DMP. En fait, le sondage, je l'ai re-regardé, on a peut-être été un peu rapide. En réalité, il y a 36% des médecins qui ne se sentent pas très concernés par le DMP. Les autres, soit ont déjà le DMP, soit envisagent de le faire dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'au total, 70% des gens sont quand même positifs. Donc c'est juste qu'une question de retard à l'allumage. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et objectivement, les médecins sont loin d'être les plus responsables de ce retard à l'allumage. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, oui, très brièvement. Allez-y, monsieur Treillis. Avant, à mon avis, mais moi je ne suis pas médecin, je vous réponds très modestement sur ce sujet. À mon avis, avant d'envisager des solutions de repli ou des solutions de retrait, regardons ce que la technologie permet de faire aujourd'hui et comment on peut s'appuyer sur des solutions technologiques pour faciliter votre travail qui est d'informer et pour faciliter la compréhension aussi des patients. Des solutions de e-santé existent pour faciliter cette information. Elles doivent être utilisées, à mon avis, avant tout autre recours. Merci. Écoutez, je crois effectivement ça c'est un petit peu la pierre d'achoppement, cette affaire de consentement.
Donc je ferai là aussi deux petites réflexions excessivement rapides. Le consentement, c'est en latin cum sintere. Il est curieux de revoir que si on lit des textes essentiels, comme par exemple le Code civil, dans l'article 7 du Code civil qui s'appelle la dignité, alors il y a un article spécial qui est le 16.3 du Code civil qui signale que le consentement doit être recueilli préalablement en ce qui concerne les patients. Vous voyez, donc dans le Code civil, ça c'est du lourd, hein, je veux dire, c'est quand même important. Et je crois que c'est Corneille qui disait « Le consentiras-tu tonner fort à ma flamme ?» Donc c'est la flamme chirurgicale pour laquelle il faut avoir effectivement le consentement du patient, ce qui est parfois un petit peu difficile. Enfin, un dernier point, la loi c'est la loi. La loi du 4 mars 2002, vous l'avez rappelé, dit de façon claire, nette et précise dans son article 11.2 que le consentement doit être obtenu au cours d'un entretien particulier. Lorsque vous avez dit que la loi disait qu'il fallait que l'information soit simple, intelligible, compréhensible et loyale, en fait ça c'est pas la loi, ça c'est la jurisprudence. Donc on est dans un autre registre. Vis-à-vis de la démarche éthique que le chirurgien doit avoir, c'est certes un tout petit peu différent, mais la loi, enfin je veux dire le journal officiel de la République française, qu'on soit chirurgien ou pas, on est obligé de l'appliquer. Donc c'est quand même excessivement important, hein, au cours d'un entretien particulier. Voilà, en tous les cas, je vous remercie pour cette excellente communication et sur sondage qui était très éclaircissant par rapport à ce que l'on pouvait voir par rapport aux patients et par rapport aux chirurgiens. En tous les cas, merci monsieur.